Nous sommes le lundi 27 avril 2015. Bonsoir et bienvenue pour ce nouveau journal de la rédaction. Voici les principaux titres qui seront développés au cours de la prochaine demi-heure. Après un nouveau scrutin municipal, Alexandra Rossetti, UDI, a retrouvé son fauteuil de maire. Une victoire nette qui ne devrait pas entraîner de nouveaux recours devant le Conseil d'État à Voisins-Bretonneux. La première station Autolib des Yvelines en service au Chesnay, 7 véhicules disponibles 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et puis nous reviendrons sur la journée nationale de la déportation. C'était hier dimanche. À cette occasion, le président Hollande a rappelé que le pire pouvait toujours se produire. Le témoignage en plateau de Francine Christophe, arrêtée à 8 ans et demi puis déportée en 1944. À l'Assemblée nationale aujourd'hui, une signature très symbolique. C'était cet après-midi. Il s'agissait d'un parrainage civil pour soutenir Keshav, un lycéen originaire de l'île Maurice qui a reçu le 7 février dernier une obligation de quitter le territoire français, applicable depuis le 8 mars. Keshav est arrivé en France il y a un peu plus d'un an pour rejoindre la famille de sa mère. Il est scolarisé au lycée Jean Perrin de Saint-Cyr-l'École en terminale bac pro commerce. Une mobilisation s'est rapidement mise en place dans son établissement scolaire, relayée par Réseau Éducation sans frontières, RESF. Un recours a été déposé devant le tribunal administratif en attente de son examen. RESF, pour la première fois pour cette année 2015, a organisé un parrainage civil, action symbolique sans valeur juridique, mais qui permet à Keshav, ce jeune lycéen, d'être soutenu par des élus de la République. Alexandrine Nancy, conseillère municipale au Clé-sous-Bois, et Benoît Hamon, ancien ministre, actuel député des Yvelines. Écoutez. Dans le texte de la circulaire qui avait été passé quand Manuel Valls était ministre de l'Intérieur, il y avait la recommandation faite au service de l'État de prendre en compte la situation de ces jeunes scolarisés, parfaitement intégrés à la vie de leur territoire. C'est le cas pour Keshav Naraya et j'ai accepté de le parrainer pour cette raison-là, parce que je pense qu'il est légitime qu'il puisse être régularisé et obtenir les papiers qui lui permettent de passer son bac dans de bonnes conditions. Et je vais en profiter pour saluer le travail remarquable du réseau Éducation sans frontières, parce qu'elles permettent de rappeler que derrière les chiffres, il y a des individus. Et puis je rappelle que raccompagner quelqu'un, ça coûte à peu près 30 000 €, que ces politiques qui visent à ramener dans leur pays d'origine des étrangers en situation irrégulière, ça coûte aussi de l'argent à la République. Donc quand on peut trouver une solution ici pour quelqu'un qui le mérite et dans le cadre de l'application du droit, non seulement ça réduit la dépense publique, mais en plus ça permet de soulager une famille, un jeune et souvent bien plus, un lycée tout entier, comme ce sera le cas à Saint-Cyr-l'École. Propos recueillis par Catherine Zulato. 4 millions d'euros, c'est le montant de la fraude et du préjudice subi par l'URSSAF des Yvelines grâce à des sociétés fantômes, des chèques et des fausses factures. Un fils et son père ont mis en place un système leur permettant en un peu moins de 2 ans de détourner des fonds de collecte de cet organisme de collecte de l'organisation des cotisations salariales et patronales. Le plus jeune a été interpellé. Le second suspect est toujours recherché. Il serait installé en Turquie. Plusieurs sociétés du département sont également suspectées d'avoir participé à cette arnaque. La journée nationale du souvenir de la déportation instaurée par la loi du 14 avril 1954 se déroule chaque année lors du dernier dimanche d'avril. Cette année, à l'occasion de la 70e cérémonie de libération des camps, le Premier ministre a appelé depuis le mémorial parisien dédié aux martyrs à poursuivre le combat contre une barbarie qui peut changer de visage. Ce sont ses propres termes. Le président François Hollande, depuis le camp de Struthof en Alsace, a lui déclaré que le pire pouvait toujours se produire. Invité du journal ce soir, Francine Christophe, bonsoir. Et bienvenue sur ce plateau. Vous avez été arrêté à l'âge de 8 ans et demi, 26 juillet 1942, avec votre mère en tentant de passer la ligne de démarcation, puis toutes les deux déportées le 2 mai 1944. Avant d'écouter votre témoignage, je vous propose de partir pour Guyancourt, où se tenait hier matin également une cérémonie commémorative. La Marseillaise retentissait dimanche matin à Guyancourt. Une vingtaine de personnes sont venues rendre hommage aux victimes des déportations de la Seconde Guerre mondiale. Parmi elles, le maire adjoint, une dizaine d'anciens combattants et quelques Guyancourtois. Un travail de mémoire important à perpétuer auprès des plus jeunes. Depuis 30 ans, j'interviens dans les 3 collèges de Guyancourt, au niveau des 3e, pour expliquer ce qui a été la résistance en France, pour expliquer les conditions de vie de la population, pour rappeler la barbarie allemande, parce que barbarie, il y avait. Bon, et je fais ce travail depuis 30 ans.
Alors je pense que ce rôle que je joue est très utile et que tant que je pourrai le faire, je continuerai de le faire. Interventions dans les collèges ou encore commémorations sont autant d'occasions pour rappeler à la population les conséquences dramatiques des idéologies racistes. Une histoire que l'on pourrait penser lointaine, mais qui pourtant occupe l'actualité et inquiète les esprits. C'est important pour le devoir de mémoire. Ce qui est même dommage, c'est qu'à la limite, on communique pas assez, puisque vous voyez, on n'est pas très nombreux. Et à un moment donné, c'est vrai que si on pouvait y intéresser la population, notamment les enfants et les jeunes, bon, c'est vrai que c'est quelques jours avant la journée du 8 mai, mais c'est vrai que ça serait intéressant de le rappeler à tous, surtout au vu de l'actualité récente qu'on a. C'est toujours très important, et de l'actualité internationale. On sent monter de nouveau les mêmes slogans racistes, xénophobes, antisémites. Bon, et on sent que ça monte. Et moi, je dis, on peut être inquiet. Je suis inquiet. Et je pense qu'il y en a beaucoup d'autres qui sont inquiets avec moi. Et je vais essayer de faire comprendre aux jeunes qu'il faut qu'ils fassent très attention. Et si on ne fait pas attention, on risque de voir revenir des extrêmes, alors que ce soit religieux ou politique, on en est là. Associer les jeunes à cette prise de conscience, c'est toute la volonté de la ville de Guyancourt qui fera participer à la prochaine commémoration du 8 mai 3 classes de scolaires et 2 classes de collégiens. Un sujet de Sephora Namani et Yolène Torres. Francine Christophe, invitée du journal pour nous livrer son témoignage sur cette période, elle qui a connu la déportation. Comment vous avez vécu ce moment de commémoration hier à travers la France? C'est un moment difficile qui rouvre des blessures, mais malgré tout nécessaire. Non, je ne pense pas que ça rouvre tellement de blessures. C'est un très beau moment, au contraire, qui nous apporte une certaine paix. Le fait que ça soit reconnu, c'est tellement formidable. C'est venu tardivement. Et maintenant, je crois que c'est bien entré dans les têtes. Il ne faut pas oublier ça. Je dis exactement ce que ce monsieur à lunettes là vient de dire. Si on ne le dit pas, ça peut revenir. Mais lorsque vous entendez le président justement de la République déclarer l'antisémitisme et le racisme sont encore là, vous vous dites que malgré les commémorations, malgré les témoignages que vous portez, vous n'êtes pas la seule, mais que vous portez également, il y a toujours un danger, malgré tout. Il y a toujours un danger, ça fait mal. Hein. Je rappelle toujours que Hitler a dit le génocide des Arméniens, qui s'en souvient? On en parle maintenant. Mais il a fallu du temps. Hein. Donc on oublie tout ça, et il ne faut pas. Il y a eu ce week-end une nouvelle agression d'un homme de 53 ans. C'était à Saint-Ouen. En sortant de la synagogue, il a été roué de coups, traité également de sale juif. Vous vous dites que c'est un acte isolé ou qu'il y a matière à être inquiet. Aujourd'hui, on l'a entendu dans le reportage, une personne, un déporté également qui témoignait, ancien combattant, qui disait « Voilà, aujourd'hui, moi je suis inquiet ». Je le suis, moi aussi. Je suis inquiète et il m'arrive d'avoir un peu peur. J'ai eu peur toute mon enfance, hein, bien entendu, et même mon adolescence. Après, j'avais encore peur, c'était en moi. Mais maintenant, il m'arrive de temps en temps d'avoir un peu peur. Et ça, c'est bien ennuyeux. Vous résidez dans les Yvelines, vous témoignez régulièrement devant les plus jeunes, dans les écoles, pour raconter votre histoire. On va en parler plus en détail tout à l'heure. Vous écrivez également Une petite fille privilégiée. C'était un recueil de souvenirs. Il y a eu La fête inconnue également, vous avez rédigé. Vous racontez cette histoire depuis longtemps. Les réactions sont toujours les mêmes lorsque vous parlez de votre histoire au public, même par rapport aux enfants. Est-ce qu'aujourd'hui, le message est moins fort? Il y a un détachement de votre auditoire ou pas? Non, c'est juste le contraire. C'est tout à fait extraordinaire. C'est assez paradoxal, parce qu'il y a toujours ce sentiment d'inquiétude et ces actes qui... Non, c'est juste le contraire. Les enfants sont extrêmement intéressés. Et ils font même des travaux sur ce qu'on leur raconte. Des travaux par écrit qui sont exceptionnels. Et mon premier livre, Une petite fille privilégiée, qui est un témoignage qui est sorti en 1995, il y a peut-être 15 ou 20 établissements scolaires en France qui l'ont monté en pièce de théâtre. C'est très curieux. Hein. Ça veut dire qu'il y a matière aussi à être rassuré, même si vous êtes inquiète aujourd'hui et vous n'êtes pas la seule sur le de ces actes. On peut se dire qu'avec les plus jeunes générations, il faut rester optimiste. Bon, il y a autre chose, c'est qu'à notre époque, il n'y avait pas la télévision, il n'y avait pas les ONG, il n'y avait pas tous ces gens-là, il n'y avait pas les gens comme vous. Vous pouvez toujours dénoncer ça, ça n'existait pas. Cette histoire, Une petite fille privilégiée qui sera jouée en pièce de théâtre justement le 29 mai à 20h pour le grand public, 14h pour les écoles avec des débats à chaque fois qui suivront. Voir cette histoire aussi sur scène, votre histoire reprendre vie, comment vous l'avez vécu, comment vous le vivez, comment ça se passe de voir aujourd'hui maintenant sur scène jouer cette histoire? Avec beaucoup de joie et en même temps beaucoup de souffrance.
Parce que quand je vois l'actrice sur la scène qui dit ce que j'ai écrit, il m'arrive d'être totalement détachée et de me dire c'est vraiment moi qui ai écrit ça, c'est vraiment moi qui ai vécu ça. On a du mal à croire que nous ayons vécu ça. On ne comprend pas pourquoi on est là, d'ailleurs. Vous avez participé à l'écriture, justement, de l'adaptation pour la pièce de théâtre? Oui, en vérité, ce n'était pas une adaptation. On a pris directement le livre en faisant des coupures. C'est tout. Votre histoire, justement. Votre père est prisonnier de guerre en Allemagne lorsque vous êtes arrêté à 8 ans et demi, 26 juillet 1942, avec votre mère. C'est en gare de Rochefoucauld, en Charente. Vous vouliez atteindre la zone libre. Comment s'est passé ce moment, justement, cette arrestation? Cette arrestation a été fort dure parce que j'ai 8 ans et demi et nous avons des faux papiers. Nous avons un passeur qui doit nous faire passer la ligne. Mais est-ce que les faux papiers sont mal faits? Est-ce que nous avons si peur que ça se voit dans nos yeux? Je ne sais pas. Mais on nous emmène, maman et moi, à la commandanture et on a commencé par nous séparer. Et moi, on m'a mise dans une pièce avec un soldat armé et un gros chien. Je rappelle que tous les déportés ont peur des chiens. Il y avait des chiens tellement dressés comme des fauves. Et puis j'entends maman dans l'autre pièce qu'on commence à interroger. Et j'entends qu'elle crie « Non, 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 je ne suis pas juive, non !» Et elle m'avait dit, tu sais, fais très attention, si tu avoues, tu seras mise en prison. Et j'ai tenu le coup pendant un bon moment, malgré les insultes, mais à 8 ans et demi, c'est difficile. Et puis, on a fini par dire à maman que si elle n'avouait pas, on m'emmenait. Donc, vous êtes interné dans plusieurs camps, finalement déporté, le 2 mai 1944 à Bergen-Belsen. On va voir des images d'ailleurs qui ont été tournées lors de la libération de ce camp. Comment ça s'est passé, cette arrivée là-bas, dans ce camp, en 1944 ? J'avais déjà pas mal souffert en France, puisque j'avais déjà 2 prisons et 5 camps. Mais ce que j'ai découvert à Bergen-Belsen, évidemment, c'était un peu différent. Et c'était un énorme choc. Et en même temps, comme j'étais une enfant, déjà habituée à beaucoup de souffrances, je l'ai pris avec moins d'affolement que ma mère. Ma mère s'est dit, où est-ce que je suis là? Est-ce que je vais en tirer ma fille? Moi, pas. Moi, je suis devenu un animal qui ne pensait plus qu'à une chose, manger. Un animal, justement, j'aimerais que vous nous redonniez ce témoignage, parce que vous l'avez déjà livré au président François Hollande. C'était lors d'une rencontre au mémorial de la Shoah au début de cette année. Cette anecdote, on va dire ça comme ça, lors de la libération, lorsque vous arrivez en France et qu'on vous tend une orange. C'est ça. Il y a une dame de la Croix-Rouge. D'abord, la porte du wagon s'ouvre et les gens font « Ah, une enfant !» Évidemment, il n'y a pas d'enfant qui soit revenu si peu, une poignée qui soit revenue des camps. Une enfant. Et il y a une dame de la Croix-Rouge qui s'approche, qui me tend une boule. C'est pour toi. Et je lui dis, mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est une orange. Bon. C'est pour toi, il faut que tu la manges. Mais comment ça se mange? Eh bien, tu vas l'éplucher. Tu jetteras les épluchures et puis tu vas manger le fruit à l'intérieur. Bien, madame, je vais faire comme vous dites, je vous remercie. Mais les épluchures, je ne les jetterai pas. Parce que je suis bien sûr qu'il y a un camarade qui sera content de les manger, lui. Il a fallu tout réapprendre après, réapprendre à être une enfant, réapprendre à vivre, tout simplement. Même se servir d'une fourchette, même savoir nouer ses lacets, tout. Juste parce qu'on ne l'a pas précisé pour le titre de ce premier recueil que vous avez publié et qui est aujourd'hui adapté en pièce de théâtre, que vous pourrez découvrir du côté du Prisme le 29 mai à Elancourt, Une petite fille privilégiée. Oui, on m'a souvent demandé si c'était ironique. Ça ne l'est pas du tout. Je suis privilégiée, je suis en vie déjà. Quel privilège pour un enfant. Et puis j'ai un autre privilège extraordinaire, c'est que j'ai retrouvé papa et maman, les deux. Or, les enfants pendant la guerre, ceux qui étaient cachés, car il y a eu la France entière... Dans la France entière, il y a eu ce qu'on appelle des justes, maintenant des gens qui ont caché des enfants. Mais ces enfants ne retrouvaient pas leurs parents. Alors que moi, j'ai retrouvé les deux. Alors quel privilège, vous pensez? Donc sans aucune ironie, vous vous estimez aujourd'hui privilégié? Ah oui, bien sûr. Une dernière question, on parlait des commémorations tout à l'heure. Vous êtes retourné sur ce camp de Bergen-Belsen? Bien sûr, j'y vais tous les ans. Et j'y vais la semaine prochaine. C'est presque un besoin. Je suis chez moi. Quand je marche, là, dans le camp, je m'assois par terre, je touche. C'est un morceau de ma vie, de mon enfance que j'ai laissé là. Je suis chez moi. Vous êtes chez vous, vous êtes détaché de la souffrance que vous avez pu avoir? Oui, je suis détachée de cette souffrance. Je retrouve une petite fille. Alors après, je passe devant les monticules. Sous les monticules, je sais qu'il y a beaucoup de morts. Je les salue. Je ne suis pas folle, mais j'ai besoin de leur dire « Salut les morts ». Je ne vous oublie pas,
parce que si je les oubliais, je les tuerais une deuxième fois. Merci Francine Christophe d'être venue sur ce Merci plateau pour témoigner. reçu. Je rappelle que vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, dont Une petite fille privilégiée dont on vient de parler et qui sera portée au théâtre sur Elancourt au Prisme le 29 mai, 14h représentation pour les scolaires, suivi d'un débat. Et vous serez présente et vous serez aussi présente le soir pour la représentation grand public à 20h. Merci à vous encore. Merci énormément. Nous reprenons le cours de ce journal à présent. Le réseau Sortir du nucléaire a organisé une marche samedi dernier pour commémorer le 29e anniversaire de l'accident de la centrale de Tchernobyl en Ukraine. Une cinquantaine de personnes mobilisées pour dénoncer l'usage du nucléaire civil, militaire. Le réseau milite depuis une dizaine d'années pour l'utilisation d'énergie propre. Les précisions au micro de William L. Le message, c'est le nucléaire est dangereux, quelle que soit sa nature, que ce soit civile ou militaire, aussi bien pour le charbon d'ailleurs que pour le pétrole ou que pour l'uranium, les ressources terriennes sont finies. À un moment donné, il faut bien aussi savoir que dans tous les cas de figure, il va y avoir une pénurie qui est annoncée. Il faut engager effectivement la construction de centrales non nucléaires et non productives de CO2, comme le solaire, comme l'hydrolien, comme ça, de manière à pouvoir fermer les centrales le plus rapidement possible. On ne demande pas à fermeture immédiate, mais de programmer la transition pour pouvoir les fermer le plus rapidement possible. Politique, Alexandra Rossetti retrouve donc son fauteuil de maire à l'issue du conseil d'installation de ce samedi à Voisins-le-Bretonneux. Alexandra Rossetti, dont la liste est arrivée en tête à l'issue du second tour de l'élection municipale partielle, a été élue donc sans surprise par ses pairs. Catherine Zulato et Yolène Torres. Beaucoup de monde ce samedi matin en mairie de Voisins-le-Bretonneux pour assister au conseil municipal d'installation. Candidat numéro 1, Alexandra Rossetti, 26 voix. Candidat numéro 2, Jean H., 3 voix. Sans surprise, Alexandra Rossetti, dont la liste était arrivée en tête du second tour de l'élection municipale partielle, est élue maire. Je pense qu'elle a fait du bon travail pendant un an, donc il n'y avait pas de raison qu'elle ne soit pas réélue, je pense. L'équipe qui a été mise en place il y a un an, il fallait qu'elle prenne ses marques, elle les a prises. Ce qui s'est passé là, c'est vraiment dommage. Je trouve que 2 mois de perdu, c'est beaucoup. Pour moi, il n'y a pas eu de changement réel, en fait. À la limite, je remercie M. Biette d'avoir fait réélire Mme Alexandra Rossetti. Et on le souhaitait de tout cœur. Voilà, c'est fait. Je suis très émue. Voilà, je suis très émue. C'était une belle matinée. Les services nous ont fait une magnifique décoration, très belle surprise. Enfin, voilà, on sent que c'est une vraie fête républicaine. Voilà. Très émue, effectivement, au moment de recevoir l'écharpe de premier magistrat. Alexandra Rossetti sait que le temps presse. Entre l'annulation de l'élection et le nouveau scrutin, il s'est écoulé 2 mois et il y a à faire. Terminer l'évaluation sur les rythmes scolaires, relancer les appels d'offres pour les travaux dans l'école à mener cet été et poursuivre la concertation sur le plan local d'urbanisme intercommunal. Bon, 2 mois, c'est rattrapable, d'autant plus que mes élus sont tous réinstallés dans les fonctions qu'ils occupaient précédemment dans leur délégation. Donc ils peuvent reprendre le travail très rapidement. La maire UDI peut s'appuyer sur les 26 élus de son équipe, c'est 2 de plus par rapport à mars 2014. Jean H., élu d'Hiver Gauche, dispose de 3 élus, Thierry Gasteau et Olivier Afonso de 2 élus chacun. Les oppositions se veulent constructives. On n'est pas là pour s'opposer systématiquement, on est là pour travailler avec la majorité, avec Alexandra Rossetti et son équipe. Et on n'a pas du tout d'esprit partisan, simplement on veut agir pour les Vicinois. Dans une action constructive, dans le sens de l'intérêt général. Je pense qu'on est tous là pour représenter les Vicinois et l'intérêt des Vicinois. Et en même temps, être vigilant par rapport aux actions menées par la majorité. C'est à la fois troublant, émouvant. Enfin, je suis un républicain, donc ça fait forcément quelque chose. J'y vais avec un climat très, très détendu, très constructif. Les dossiers à traiter devraient être nombreux lors du prochain conseil municipal prévu le 5 mai. Un mot du chômage, les derniers chiffres ont été publiés. Le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A sans aucune activité augmente de 0,4% pour ce mois de mars. Au niveau national, bien sûr. La première station Autolib du département maintenant est en service du côté du Chesnay, une station pilote près de la mairie qui gère le dispositif de 7 véhicules électriques disponibles 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. D'autres stations vont voir le jour dans la commune d'ici au 12 juin. L'autonomie de ces voitures est de 160 km, vitesse maximum 110 km/h, ce qui permettra de réaliser donc aisément des allers-retours vers Paris. Le coût, 9 € la demi-heure sans abonnement, 5,5 € si vous souscrivez un abonnement annuel de 120 €. Que pensez-vous de ce nouveau service? Pourriez-vous être amené à l'utiliser? C'est notre question du jour. Vos réponses.
Je suis contre. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'on a suffisamment de voitures comme ça en banlieue et on va encore payer ça dans nos impôts. Alors moi j'ai déjà un véhicule électrique, donc du coup je me posais la question si je pouvais utiliser les bornes, donc je pense que je vais m'y intéresser. Oui. Ah oui, complètement. Pourquoi ? Oui. Pour me rendre sur Paris, parce que j'ai souvent pas mal de soirées, je travaille en agence de voyage là juste en bas, donc des soirées de boulot. Donc voilà, souvent on est obligé de payer le parking, donc voilà, je pense que c'est pas mal. Je ne m'en servirai certainement pas, mais ça ne me gêne pas, hein, c'est bien, peut-être ça rendra service, je ne sais pas. Non, pas du tout. Moi j'ai un véhicule et puis je suis amené à me déplacer beaucoup chez les clients, donc non. Tout à fait. Je trouve ça extra. Les petits déplacements, c'est une petite voiture, donc ça se garde n'importe où. Et puis je trouve que c'est pratique et c'est surtout économique au niveau de l'hygiène. C'est de l'électricité quand même. Donc c'est très écolo. Loisirs, les vacances scolaires continuent pour occuper vos enfants. La Maison de l'Environnement, c'est à Manille-les-Hameaux, propose divers ateliers sur le thème du faire soi-même. Cette fois-ci, il était question de couture. Mathilde Capberne, Patrick Jacques de Dixmude s'y sont essayés. Point ourlet, rabat, boutonnière, ces enfants apprennent le b.a.-ba de la couture. De l'invention à la fabrication, la Maison de l'Environnement vogue sur le thème du faire soi-même. On s'est rendu compte que finalement, dans tout ce dont on avait besoin de faire au quotidien, que ce soit du bricolage ou de la couture, en fait le b.a.-ba on ne le connaissait plus, on l'avait oublié, et que c'était finalement une grande demande, c'est-à-dire que des choses simples, on ne savait plus les faire. Et donc finalement, dans une approche du do it yourself, c'est-à-dire de réapprendre à refaire des choses simples, on a envie d'initier à la couture comme on peut initier au bricolage, à la réparation d'objets et à l'invention et à la création. Enfants et parents retroussent leurs manches et sortent les dés à coudre. Pour les aider, une professionnelle de la couture les accompagne. L'objet du jour, un petit sac fourre-tout. Je suis allée trouver un objet facile à faire et qui prend pas trop de temps parce qu'on n'avait qu'1 heure et demie pour pouvoir. Parce qu'il faut un objet assez rapidement fait pour que ça leur plaise. Et donc là, nous avons fait la petite pochette. Donc à la fin, ça doit donner ceci. Une petite pochette à élastique ou avec un petit ruban pour mettre ses affaires dedans. Voilà. Bon, c'est tout simple, c'est basique. Un retour aux bases qui connaît un succès. Une quinzaine d'enfants se sont plongés dans la confection de leur propre sac. Un peu de concentration et de savoir-faire et le tour est joué. C'est le point piqué et là c'est le point d'ourlet. Celui-là il permet d'assembler deux parties ensemble et celui-là il permet de faire un ourlet. Je trouve que c'est sympa parce que ça permet de changer de la machine et je trouve que ça aide l'habilité des doigts, ça rend les doigts plus habiles. La Maison de l'Environnement clôt son cycle du do it yourself. Prochaine thématique, le recyclage. Du sport maintenant pour terminer cette édition en handball. La Team 78 a organisé ce week-end son tournoi au Palais des Sports à Elancourt, au gymnase de la Malmenonne à Morpas et au gymnase Montboron à Versailles. 3 sites. L'équipe a terminé la 2e place de ce rendez-vous. Résumé de ces 2 jours de compétition avec Mickaël Elmidoro et Yolène Torres. Un grand tournoi de handball moins de 18 ans était organisé ce week-end dans les gymnases d'Elancourt, de Morpas et de Versailles. 8 équipes de la région Île-de-France ont fait le déplacement pour participer à la compétition. Parmi les favoris, on retrouve Boulogne-Billancourt, Pontocobo et la Team 78, l'équipe locale. Le niveau est très relevé. C'est que des équipes qui jouent le haut de tableau en national. C'est bon, ils ont des bons joueurs. Il y en a, ils sont en centre de formation, il y en a, ils sont en équipe de France. 4e de la poule 4 du championnat de France, l'entraîneur de la Team 78 veut avant tout faire progresser son groupe pendant ce tournoi face à de redoutables adversaires. À l'opposé, d'accord, tu griffes à l'opposé. S'il y a un gauche, tu griffes à droite, s'il y a un droite, tu griffes. Ok ? C'est pour ça que tu viens. Comme il vient là, tu viens là. Ok ? Ensuite, deuxième solution. Ça sert à gagner d'expérience, à avoir des matchs durs, à apprendre à les gagner, à apprendre à rester motivé et concentré sur les matchs qui sont touche-touche, comme on a eu nous, hein, on gagne d'un match d'un but, on perd un autre match d'un but. Et l'autre, en fait, il fallait qu'on le gagne de 6 pour gagner. Et on le gagne pile de 6. Donc c'était comme si c'était un match serré parce qu'il fallait avoir le bonus offensif. Après une phase de poule convaincante et un bilan de 2 victoires en 3 matchs, la Team 78 se hisse en finale. L'équipe va défier l'Ogre Créteil, l'épouvantail du tournoi. Un match compliqué que l'entraîneur a préparé tactiquement. De tout de suite commencer fort. Tout de suite. Première attaque, on la construit. Après, on enchaîne, on défend. Et on joue montée de balle, repli défensif, montée de balle, repli défensif, engagement rapide. D'accord les gars ? Il faut leur mettre du rythme. D'accord ? Le discours d'Alexandre Taillefer a porté ses fruits. Dans le premier acte, la Team 78 fait jeu égal avec Créteil. L'équipe perd seulement de 2 buts à la mi-temps, mais au retour des vestiaires, le rouleau compresseur Créteil se met en marche. Score final 25-19.
On était fatigués, on manquait de rotation. Et puis au bout d'un moment, c'est l'échec sur les tirs du gardien adverse qui a donc remporté le trophée du meilleur gardien, qui nous a fait mal, notamment sur des contre-attaques. Les 3 premiers matchs, ils ont été bons, on a bien joué, on est resté pareil sur tous les matchs. Après celui-là, la première mi-temps on accroche et la deuxième mi-temps on décroche parce que physiquement c'est plus compliqué. C'est une équipe qui sera sûrement championne de France cette année, qu'il a été l'année dernière. Donc c'est un bon résultat contre Créteil. Pendant ces 2 jours de compétition, la Team 78 a pu montrer sa combativité, une qualité qui sera indispensable le 9 mai pour venir à bout de Tremblay en 8e de finale du championnat de France. En attendant, l'équipe peut savourer sa très belle 2e place dans ce tournoi. Et l'essentiel du sport, justement, c'est tout de suite sur TV Fil avec Mickaël Midero, le 7-8 Sport. Comme chaque lundi, le journal revient demain, mardi, aux mêmes horaires. Excellente soirée.